Alors, imaginez un instant qu'une histoire qui vient tout droit du Japon du XVIIe siècle puisse complètement, je dis bien complètement, chambouler notre vision moderne de la vie, de l'amour et même du capitalisme. C'est assez fou, non? Eh bien, c'est l'histoire qu'on va explorer ensemble. Une histoire pleine de plaisir, de rébellion et d'une quête de vie sans aucun compromis. Ok, voilà notre programme. On va d'abord se plonger dans ce qu'on appelle le monde flottant. Ensuite, on va rencontrer l'homme qui ne vécut que pour l'amour, on suivra l'épopée d'un vaurien, on essaiera de comprendre la philosophie du plaisir qui se cache derrière tout ça, et enfin, on verra s'il y a un message pour aujourd'hui. Allez, on commence. Bienvenue dans le monde flottant. On va plonger au cœur de la culture assez incroyable et hédoniste du Japon de l'ère Genroku. Alors pour bien se situer, on est à la fin des années 1600. Le Japon est en pleine période de paix et surtout c'est un boom économique monumental. Imaginez un mélange, un cocktail un peu fou entre la Renaissance italienne pour l'explosion artistique et les années folles pour cette effervescence, cette folie économique. C'est là-dedans, dans ce bouillonnement, que notre histoire commence. Et là, on a un paradoxe social qui est juste fascinant. D'un côté, on a les samouraïs, le prestige, les sabres, le statut social, bref, la classe dirigeante. Sauf qu'ils vivent de rentes fixes et avec le boom économique, ils s'appauvrissent à vue d'œil. Et l'autre côté, les marchands. Techniquement, ils sont tout en bas de l'échelle sociale, aucun pouvoir politique. Mais voilà, ce sont eux qui brassent tout l'argent, qui amassent des fortunes colossales. Donc les puissants deviennent pauvres et les petits deviennent riches. On peut donc bien imaginer que ce genre de déséquilibre, ça crée une tension. C'est une véritable poudrière culturelle. Alors que font les marchands face à ça, face au mépris de l'élite? Ils font un truc de génie. Ils créent leur propre monde. Littéralement. C'est ça l'ukiyo, le monde flottant. En fait, c'est un jeu de mots incroyable. Le terme bouddhiste original parlait du monde de douleur, un monde éphémère qu'il fallait fuir. Eux, ils ont gardé l'idée de l'éphémère, mais ils l'ont transformé en monde de plaisir. Ces quartiers de plaisir, c'est devenu le vrai cœur culturel du Japon. Là-bas, peu importe ton nom de famille, c'est l'argent qui parle. C'était leur univers, leurs règles, c'était leur revanche en quelque sorte. Et c'est dans ce monde en pleine ébullition qu'on va rencontrer notre homme, ou plutôt nos hommes. Deuxième partie, l'homme qui ne vécut que pour l'amour. On va parler de l'auteur et du protagoniste qui ont carrément défié leur époque. L'auteur, c'est Ihara Saikaku. Il est au cœur de cette révolution culturelle. C'est un fils de marchand et il a fait un choix radical. Il a tourné le dos à toutes les conventions pour écrire sur la seule chose qui, à ses yeux, comptait vraiment, la vérité de la vie. Et cette vérité, pour lui, c'était le désir. Et ce Saikaku, c'était un vrai réaliste, mais un réaliste radical. Il est considéré comme le tout premier écrivain professionnel du Japon. Ça veut dire qu'il vivait de sa plume, ce qui était dingue pour l'époque, et il se fichait complètement des codes rigides des samouraïs, de la morale confucianienne. Non, lui, il avait une conviction simple. Les êtres humains sont des paquets de désirs. Voilà. Il écrivait sans tabou sur la luxure, sur le matérialisme, et il en parlait de manière positive. En gros, il a pris la littérature qui était un passe-temps pour l'élite, et il l'a transformée en divertissement pour tout le monde. Il parlait de la vraie vie, pas d'un idéal. Alors, son personnage principal, Yonosuke, on pourrait vite fait se dire « Ah, c'est un Don Juan, un Casanova japonais ». Et c'est vrai, il y a des airs de famille. Mais il y a une différence énorme, fondamentale. En Occident, les histoires de Don Juan ou de Casanova, ce sont souvent des contes moraux. Le héros commet des péchés, et à la fin, il est puni, par Dieu ou par la société. C'est une mise en garde. Avec Yonosuke, rien à voir, zéro. L'histoire est une célébration de l'instinct humain. Le concept même de péché au sens chrétien, de punition divine, ça n'existe tout simplement pas dans son monde. C'est une toute autre mentalité. Bon, alors passons à l'histoire de ce fameux Yonosuke. C'est parti pour l'épopée d'un vaurien. On va suivre les 4 actes de sa vie qui est tout sauf conventionnel. Et le livre est structuré de manière géniale. 54 chapitres qui correspondent aux 54 années de sa vie amoureuse. C'est une véritable biographie du désir. Et quel parcours, c'est vraiment fascinant. Ça commence dès l'enfance. De 7 à 18 ans, c'est le prodige. Un gamin charismatique, un lanceur de tendance, qui court après la beauté sans se soucier des classes sociales. Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. De 19 à 33 ans, il se fait déshériter. C'est sa période d'errance. Il part de zéro et c'est là qu'il apprend tout sur la nature humaine et surtout sur le pouvoir de l'argent. Puis, de 34 à 59 ans, il hérite d'une fortune et là, il devient une légende, une icône culturelle, respectée pour son style, son empathie. Et la fin. À 60 ans, au lieu de se ranger, il rejette la vieillesse. Il fait construire un bateau et il part à la recherche d'une mythique île des femmes. Il choisit la quête éternelle plutôt que la fin. C'est une vie vécue à fond, du début à la non-fin. Ok, on a l'histoire. Mais ce livre, c'est bien plus qu'une suite d'aventures. Il y a des idées vraiment puissantes qui bouillonnent juste en dessous. C'est ce qu'on va voir maintenant, la philosophie du plaisir. Comment est-ce qu'un simple roman sur l'amour a pu devenir un acte de rébellion? C'est ça, la vraie question. C'est un véritable manifeste. Et la clé de tout, c'est ce mot, Koshoku.
On pourrait le traduire vite fait par amour ou luxure, mais c'est bien plus que ça. C'est la voie de l'amour. Pour Yonosuke et les gens de son monde, ce n'était pas juste un passe-temps, c'était une discipline, un dévouement total à la poursuite du plaisir, mais avec style, avec raffinement. En fait, c'était aussi sérieux et exigeant que la voie du samouraï avec son sabre. Pour être un maître du Koshoku, il fallait être expert en mode, en poésie, en musique. C'était un véritable art de vivre, créé par et pour la classe marchande. Et c'est là que Saikaku est absolument génial. Il fait un coup de maître philosophique. Il prend un concept bouddhiste super important à l'époque, le mujo, l'impermanence. La pensée traditionnelle disait « Ok, la vie est courte, tout est éphémère, donc il faut renoncer au désir, se détacher du monde matériel. » C'est la conclusion logique, non ? Eh bien Saikaku, lui, il prend la même idée de départ. La vie est courte, tout est éphémère, mais il en tire la conclusion diamétralement opposée. Il dit « Donc, il faut presser chaque goutte de plaisir de ce monde avant qu'il ne disparaisse. » Il a complètement retourné le concept. C'est une rébellion intellectuelle pure. Et tout ça est résumé dans une seule phrase qui est en fait le cœur, le slogan du livre. La vie est faite pour aimer. Une fois mort, il n'y a plus rien à faire. C'est simple, c'est direct, et c'est incroyablement subversif pour l'époque. N'oublions pas qu'on est dans une culture dominée par le code samouraï, qui glorifie une mort honorable. Et là, Saikaku arrive et dit « Non, la mort c'est juste la fin. C'est la vie qui compte. La vie désordonnée, vibrante, pleine de passion. C'est ça la seule chose qui a de la valeur. » Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça aujourd'hui ? C'est la dernière partie, un message pour aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'une histoire qui a plus de 300 ans, qui vient d'une culture si différente, peut encore nous parler, encore résonner ? Eh bien la réponse est peut-être beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine. Parce que ce roman, il nous renvoie une question en plein visage, une question super pertinente pour notre époque. Dans un monde obsédé par la validation sociale, par l'anxiété face à l'avenir, où est passée la passion ? On vit dans une société qui nous pousse constamment à nous conformer, à rentrer dans des cases. Alors, est-ce qu'on ne finit pas par réprimer nos désirs les plus profonds ? La question est de savoir si on vit pour soi ou pour ce que les autres attendent de nous. Au final, l'histoire de Yonosuke, c'est un peu comme une ordonnance, une prescription vieille de 300 ans pour vivre pleinement. Évidemment, le but n'est pas de vivre exactement comme lui, ce serait compliqué. Mais son histoire, c'est un rappel incroyablement puissant. Un rappel que la vie est faite pour être vécue à fond. C'est une invitation en fait. Une invitation à chercher et à poursuivre ce qui nous passionne vraiment, avec courage, avec style et sans s'excuser. Alors, la prochaine fois qu'on hésite, qu'on a peur de se lancer, on pourrait peut-être se poser la question « Et Yonosuke, lui, qu'est-ce qu'il ferait ?